Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'espère surtout que vous allez nous accorder cette heure au cours de laquelle nous allons nous livrer à des exercices de réflexion autour de la crise haïtienne. C'est ce qu'on appelle une émission très chargée en analyse, car la semaine qui vient de s'écouler est une semaine, ma foi, remplie en petits événements. Petits si on les considère séparément, mais ce sont au fait de grands événements, de gros événements qu'il nous faut replacer dans un portrait d'ensemble, de manière à disséquer cette crise haïtienne qui transcende, comme je l'ai dit, la notion de crise pour être tout simplement un chaos. Dans ce chaos, la communauté internationale a les deux mains, peut-être même la communauté internationale est trempée jusqu'au cou dans ce chaos haïtien, car c'est elle qui a créé ce chaos, même si elle s'est servie, cette communauté internationale, d'agents nationaux ou transnationaux, la même classe politique haïtienne, la traditionnelle oligarchie, mais toujours est-il que celle qui met en œuvre, n'est-ce pas, ce chaos haïtien à des fins idéologiques que je vous expliquerai tout le long de cette émission, c'est la communauté internationale. Et quand il faut trouver un semblant de solution pour maintenir le statu quo, c'est aussi la communauté internationale qui tente toutes sortes de pseudo-solutions afin de projeter la fausse impression qu'elle veut aider Haïti. Avec toutes les expériences que nous avons, nous, le peuple haïtien, de la communauté internationale, nous ne devons plus nous laisser prendre à ce jeu de dupes. Nous devons faire montre de lucidité,
nous devons être en mesure de prendre un recul par rapport à ce qui se dit, par rapport à ce qui se fait, nous élever au-delà de la mêlée de manière à voir non pas quelques arbres, mais voir toute la forêt, n'est-ce pas? Et pouvoir, n'est-ce pas, monter ensemble, construire ensemble une solution proprement haïtienne. Une émission chargée, je le répète, nous allons prendre le temps d'analyser, n'est-ce pas, divers éléments. Et entre-temps, vous l'aurez noté, la pression s'accentue sur le président Jean-Bertrand Aristide. Il semble être celui dont la communauté internationale veut faire une espèce de Deus ex machina, une espèce de sauveur de la communauté internationale. À quelle fin? Je vous l'expliquerai. Et je vous dirai aussi, n'est-ce pas, je vous parlerai d'autres rencontres qui se sont tenues cette semaine et dont vous n'avez pas nécessairement entendu parler et que je vais vous présenter à cette émission. Je me poserai un certain nombre de questions tout le long de cette émission. Que fait en ce moment le président Jean-Bertrand Aristide? Nous savons que c'est un joueur, c'est un calculateur, que Jean-Bertrand Aristide, c'est aussi un stratège très méthodique. Il ne l'est pas toujours, mais là, il l'est. Il prend le temps d'analyser les pour et les contre des diverses propositions qui lui sont faites. Donc, que fait-il en ce moment? De quels atouts dispose le président Jean-Bertrand Aristide qui expliquerait que la communauté internationale semble jeter son dévolu sur lui? Et que devrait faire le président Jean-Bertrand Aristide? Et vous savez qu'à la fin de mon émission, il y a toujours un que faire. Et le que faire va être intéressant. Je vais essayer de comparer le président Jean-Bertrand Aristide à Nelson Mandela, car dans cette crise haïtienne complexe, dans ce chaos haïtien mis en place par la communauté internationale, il nous faut en vérité un Nelson Mandela. Le président Jean-Bertrand Aristide pourra-t-il s'élever à la mesure de Nelson Mandela? Je vous présenterai un certain nombre de traits de la personnalité de Nelson Mandela qui font en sorte que je souhaite un Nelson Mandela pour nous aider à sortir de cette crise. Voilà, tout un menu, me direz-vous, mais je vous promets de ne pas vous embêter. Je vous promets que vous ne vous ennuierez pas si vous restez avec nous jusqu'à la fin. À ce stade-ci, vous connaissez le rituel. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Je vous veux éveiller car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Avant la pause, on s'était promis de se livrer ce matin à une analyse politique de ce qui se fait là, en Haïti en ce moment. Une analyse de la communication politique de ce qui se fait là. Et selon ce qu'on a appris à cette émission, quand on va analyser une déclaration politique, quand on va analyser une action politique, il faut toujours le faire en tenant compte du contexte. Qu'est-ce qu'on entend par contexte? On entend le timing, à quel moment
ce propos politique a-t-il été prononcé? À quel moment cette action politique a-t-elle été posée? Donc c'est le timing. Et aussi le framing. Dans quel cadre ce propos politique a été lancé? Dans quel cadre cette action politique a-t-elle été posée? Et c'est ce que nous allons faire ce matin encore. Il y a deux dates qui s'en viennent et qui sont deux dates importantes pour la communauté internationale. Je dis bien pour la communauté internationale, elles sont peut-être même plus importantes pour la communauté internationale qu'elles ne le sont pour les Haïtiens eux-mêmes, ironiquement. La première date, c'est le 15 juillet qui s'en vient là. À la mi-juillet qui s'en vient, eh bien, l'Assemblée générale des Nations unies devra renouveler le mandat du BINU. Qu'est-ce que c'est que le BINU? On en a parlé la semaine dernière. C'est le Bureau intégré des Nations unies en Haïti qui existe depuis environ 2 ans. Et si vous prenez le temps d'analyser le mandat du BINU, eh bien, le BINU est en Haïti, eh bien, le représentant du BINU, c'est Madame Hélène Ruth Lalime. Eh bien, le mandat du BINU, c'est de renforcer les institutions démocratiques en Haïti, c'est d'aider l'État haïtien à organiser des élections, par exemple, c'est d'aider l'État haïtien à mettre sur pied, n'est-ce pas, un état de droit. Et c'est pour cela que Mme Lalime est en Haïti. Elle est là en tant que représentante des Nations unies en Haïti pour conseiller à la fois le chef du gouvernement haïtien, le chef de l'État haïtien, de manière à renforcer les institutions démocratiques. Or, le renouvellement du dit mandat s'en vient là à la mi-juillet. On a entendu il y a quelques jours Mme Lalime dresser un bilan, n'est-ce pas, de son mandat, dresser un bilan de l'État haïtien devant l'Assemblée générale des Nations unies. Et c'est elle-même qui a dit, écoutez, Haïti est dans un état de terreur. Elle rappelle que le président Jovenel Moïse a été assassiné chez lui et qu'il n'y a pas de procès qui se tienne, il n'y a même pas d'enquête, il n'y a pas de juge attitré, n'est-ce pas, à ce procès. Elle rappelle que le pays est coupé en 1000 morceaux et qu'il y a des pans du pays auxquels la population civile n'a tout simplement pas accès. Il y a des pans du pays auxquels même la police nationale n'a pas d'accès. Exemple, n'est-ce pas, de Martissant qui coupe, n'est-ce pas, le pays en deux et qui isole, pour ainsi dire, la péninsule sud du pays. Vous voulez augmenter vos revenus d'environ 350 $ par jour? Vous avez un permis de conduire, une voiture, vous n'avez pas de casier judiciaire, vous habitez au Québec? Bravo! Vous venez de satisfaire à toutes les conditions pour travailler chez LISTAXI. De nouveaux revenus en toute autonomie, selon vos disponibilités et votre propre emploi du temps. Un nouveau style de vie, tout en faisant de l'argent. Envoyez votre CV au courriel qui apparaît à l'écran et bienvenue chez LISTAXI. Bonne chance. Et ayant présenté ce mandat, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va le renouveler, le mandat du BINU? Parce que si l'on prend le temps d'analyser les actifs et les passifs du BINU, rendez-moi fou ou sage, eh bien, il y a plus de passifs dans le mandat du BINU qu'il y a d'actifs. Si quelqu'un pose à Madame Lalime la question suivante, mais Madame Lalime, vous servez à quoi? Quels sont vos hauts faits d'armes depuis que vous êtes en Haïti? Eh bien, on pourrait lui consacrer ou lui accorder tout un mois, voire toute une année. Elle ne trouverait pas grand-chose à inscrire comme haut fait d'armes dans son bilan. Donc, le bilan de Madame Lalime est nul.
il n'y a rien qu'elle puisse présenter à quelque individu que ce soit et qui pourrait servir, si vous voulez, d'étoile, qui pourrait servir, si vous voulez, de médaille. Elle n'a rien réalisé, au contraire, elle a contribué à empirer la crise en ce que c'est elle qui avait conseillé le président Jovenel Moïse à, si vous voulez, fédérer les gangs qui violent, qui tuent et qui coupent le pays en 1000 morceaux. Sauf que le mandat du renouvellement du BINU s'en vient là à la mi-juillet. Et au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a au moins 2 nations qui sont très critiques vis-à-vis du travail des Nations Unies en Haïti. Il y a la Russie qui ne se cache pas pour dire aux États-Unis ces 4 vérités par rapport à Haïti. Le président Poutine et le ministre des Affaires étrangères de la Russie, qui est probablement le doyen d'âge en matière, n'est-ce pas, qui est le doyen d'âge dans ce monde diplomatique des représentants, des affaires étrangères, eh bien, lui, il ne se gêne pas pour dire aux Américains, vous traitez Haïti comme une colonie. C'est quand même un pays indépendant. Non seulement traitez-vous, en s'adressant aux Américains, Haïti comme une colonie, mais vous ne faites même pas montre de respect et d'humanité vis-à-vis des Haïtiens. Et donc, il y a la Russie, il y a la Chine aussi, ces 2 pays qui disposent du droit de veto au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies qui pourraient s'opposer au renouvellement du BINU. Et en Haïti, il y a des gens sérieux, des gens expérimentés. Il y a même des associations. Il y a une association, n'est-ce pas, d'avocats au pays qui s'oppose tout simplement au renouvellement du BINU en Haïti. Or, si ce mandat n'était pas renouvelé, c'en serait fini pour l'influence telle qu'on la connaît jusque-là des Clinton sur l'échiquier politique haïtien. Car Madame Lalime, c'est une ancienne collaboratrice des Clinton, c'est une amie proche des Clinton, et sa candidature a été poussée et imposée par les Clinton en Haïti de manière à faire avancer l'agenda d'affaires des Clinton. Les Clinton qui ont, n'est-ce pas, un regard sur nos ressources, les Clinton qui convoitent et qui ne font pas que convoiter, n'est-ce pas, les ressources de nos sous-sols et qui exploitent déjà ces ressources-là par l'entremise de la compagnie qui a appartenu à Feu, le frère de Hillary Clinton. Donc il y a la date du 15 juillet qui s'en vient, qui est une date importante, et pour qu'on puisse renouveler ce mandat du BINU, le Bureau intégré des Nations Unies, il faudra que Madame Lalime soit en mesure de dire avant le 15 juillet, voici ce que nous avons réalisé. Nous avons mis à la tête du pays un Premier ministre qui désormais est respecté. Nous avons contribué à ramener autour d'une même table des Haïtiens qui proposent eux-mêmes une solution de sortie de crise, c'est-à-dire qui proposent un président, qui proposent un premier ministre. Voilà pourquoi, au cours de ces derniers jours, il y a eu plein de rencontres qui se sont tenues entre des officiels de la communauté internationale et des officiels de la classe politique haïtienne. Certaines de ces rencontres-là sont connues, d'autres ne le sont pas, et je vais vous en parler. La première rencontre qui a eu lieu, et celle-là, elle s'est déroulée il y a plusieurs jours de cela, n'est-ce pas? On s'en était parlé. C'est la rencontre de Madame Lalime avec le président Jean-Bertrand Aristide. D'abord, elle s'est arrangée pour que la rencontre soit sue, même si, objectivement, je dis bien factuellement, elle n'a pas proposé au président Jean-Bertrand Aristide de revenir aux affaires. Elle a plutôt été là, officiellement
temps pour savoir ce que le président Jean-Bertrand Aristide pense de la crise actuelle, bénéficier, dit-elle officiellement, de l'expérience et de la sagesse du président Jean-Bertrand Aristide, mais aussitôt qu'elle a rencontré le président Jean-Bertrand Aristide, remarquez bien l'ordonnancement des choses. Il y avait déjà dans toutes les stations de radio haïtiennes, dans tous les médias sociaux, cette rumeur qui veut que la communauté internationale propose au président Jean-Bertrand Aristide de revenir aux affaires à titre de président provisoire. Vous rêvez. Vous rêvez de transformer votre maison, votre salon, votre chambre à coucher, votre cuisine en un espace hors de l'ordinaire? Ne rêvez plus. Rendez-vous à Meubles en Gros, au 6200 Henri Bourassa Est à Montréal. L'endroit où tous vos rêves prennent vie. Pour un temps limité, si vous nous écrivez à l'adresse qui apparaît à l'écran, nous vous communiquerons un code promotionnel secret grâce auquel vous obtiendrez 5% de réduction sur tous les meubles et matelas en magasin. Et sur présentation du même code, vous aurez droit à un cadeau personnalisé en magasin. Chut, ne le dites à personne. Bonne chance. Certaines conditions s'appliquent. C'était un ballon d'essai, vous ai-je dit, c'était une rumeur, vous ai-je dit, sauf que, n'est-ce pas, c'est toujours comme ça en communication politique, on essaye quelque chose pour voir la réaction de la population et ensuite on met en œuvre toute une machine de propagande pour essayer d'accentuer la pression sur la personne concernée. C'est ainsi donc que dans les derniers jours, on a vu des manifestations populaires, des gens prendre la rue, en particulier, n'est-ce pas, au Caille, dans le département du Sud, pour réclamer ni plus ni moins que le retour du président Jean-Bertrand Aristide. Aujourd'hui, n'est-ce pas, dimanche, le 26 juin, il y a une manifestation, n'est-ce pas, avec des gens dans les rues, n'est-ce pas, disant que c'est le président Jean-Bertrand Aristide qui doit revenir. Et tenez-vous bien, cette manifestation se déroule devant la résidence privée du président Jean-Bertrand Aristide. Vous et moi qui sommes adultes, vaccinés, nous savons qu'il n'y a rien là comme manifestation spontanée. Il n'y a pas de manifestation spontanée. Déjà, la chose se prépare. Déjà, la chose s'annonce dans les médias sociaux. Il y a quelqu'un qui est derrière cela. Et nous devons toujours nous poser la question, le framing, n'est-ce pas? Dans quel cadre ces manifestations-là se déroulent-elles? Eh bien, c'est parce que la communauté internationale veut pouvoir offrir quelque chose, n'est-ce pas, orbi et urbi. La communauté internationale veut pouvoir offrir au monde et à la ville, n'est-ce pas, quelque chose qui va contenter, si vous voulez, la galerie et faciliter le renouvellement du BINU. Imaginons seulement si, avant le 15 juillet, c'est-à-dire avant le renouvellement du BINU, Madame Lalime était en mesure de dire à l'Assemblée générale des Nations unies, imaginons si Madame Lalime était en mesure de dire au Conseil de sécurité des Nations unies, Conseil de sécurité auquel siègent la Russie et la Chine qui ont, je le rappelle, n'est-ce pas, un droit de veto, si Madame Lalime était en mesure de dire, écoutez, nous avons contribué à remettre autour d'une même table des antagonistes haïtiens et là, nous sommes en mesure de vous annoncer que l'ex-président Jean-Bertrand Aristide a accepté de revenir aux affaires comme président provisoire pour 2 ans. On va parler de ce mandat qui est en train de se dessiner, même si le président Jean-Bertrand Aristide n'a rien promis, il n'a rien dit. On va étudier son comportement tout à l'heure. Donc, la date du 15 juillet qui s'en vient, ou autour du 15 juillet, date du renouvellement du BINU devant l'Assemblée générale des Nations unies, c'est la date qui explique pourquoi la communauté internationale se démène comme le diable dans le bénitier pour pouvoir offrir quelque chose à la ville et au monde. Urbi et orbi. On doit pouvoir offrir surtout au monde, orbi et urbi, et enfin à la ville, quelque chose qui va faire dire
aux journalistes, qui va faire dire, n'est-ce pas, aux penseurs, aux analystes, après bientôt 1 an depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous sommes en mesure de vous proposer une solution, suivez mon regard, viable. Et donc c'est le deuxième point important, la deuxième date importante dans le timing. Le 7 juillet s'en vient. Le 7 juillet, c'est la date anniversaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le BINU qui est là pour renforcer les institutions de la justice, c'est important. Prenez le temps. Je vous ai lu quelques-uns des points du mandat du BINU en Haïti. Eh bien, l'un des points forts, l'un des points phares du mandat du BINU en Haïti, c'est d'aider à l'instauration d'un État de droit, d'aider à l'instauration ou un renforcement, en tout cas, des structures de justice en Haïti. Or, voilà bientôt 1 an que le président Jovenel Moïse a été assassiné, ma foi, criblé de balles. C'est un véritable holocauste, n'est-ce pas, en sa résidence privée. Et 1 an plus tard, il n'y a pas d'enquête. C'est pas que l'enquête n'avance pas, il n'y a pas d'enquête, point. 1 an plus tard, il n'y a toujours pas de juge attitré puisque 5 juges se sont succédés pour tous, n'est-ce pas, se désister. Et ils ont tous dit, par manque de moyens, par manque de volonté politique du côté d'Ariel Henry, la communauté internationale ne pourra pas se présenter devant l'Assemblée générale bientôt et dire, écoutez, nous ne savons pas pourquoi il n'y a pas de procès. Non, elle ne pourra pas dire cela. Madame Lalime ne pourra pas dire cela parce que tout le monde sait que Madame Lalime, n'est-ce pas, c'est elle qui a enfanté Ariel Henry. Madame Lalime continue de porter à bout de bras Ariel Henry. Et donc, s'il n'y a pas de procès, s'il n'y a pas de juge, s'il n'y a pas d'enquête autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse, Madame Lalime devra rendre des comptes. Elle devra dire pourquoi. Donc, avec ces 2 dates qui s'en viennent, eh bien, la communauté internationale éprouve une pression pour pouvoir donner un bonbon aux Haïtiens, mais également, n'est-ce pas, aux divers chefs d'État, aux divers chefs de délégations diplomatiques qui vont être présents lors de cette Assemblée générale au cours de laquelle il faudra voter, oui ou non, pour le renouvellement du BINU. Donc, il y a une pression que ressent la communauté internationale, entendons les États-Unis en tête, entendons, n'est-ce pas, Madame Lalime, représentante du BINU, entendons les autres pays laquais, n'est-ce pas, des États-Unis, le Canada, la France. Ils ont donc une pression, ces pays-là, pour offrir quelque chose. Et dans ce contexte de pression pour offrir quelque chose, ça je vous le dis, l'adjoint au secrétaire d'État, M. Brian Andrew Nichols, qui est l'adjoint au secrétaire d'État américain. Le secrétaire d'État, c'est, n'est-ce pas, le ministre des Affaires étrangères, de qui relève toute la politique étrangère des Américains. Eh bien, son adjoint pour l'hémisphère, donc de qui relève ce qu'on appelle le chapitre haïtien, c'est Brian Andrew Nichols. Et au cours des derniers jours, il a rencontré, n'est-ce pas, Fritz et Jean, et il lui a dit, écoutez, toute solution à la crise doit nécessairement passer par, si vous voulez, une reprise des pourparlers avec Ariel Henry. Donc, on ne vous dit pas non à vous comme Premier ministre, la porte n'est pas fermée, mais vous devez être ouvert à rencontrer Ariel, car Ariel a la réalité du pouvoir. Ariel, pour l'instant, pas pour longtemps, là, vous allez voir, hein, il va se dérouler une accélération de la réalité politique haïtienne. Des têtes vont être roulées, il va y avoir une chaise musicale sur l'échiquier politique haïtien. Donc, voilà pourquoi, n'est-ce pas, Brian Andrew Nichols a rencontré Fritz Jean pour lui dire, écoutez, soyez ouverts à d'autres rencontres avec Ariel Henry, car
toute solution à la crise passe par un dialogue avec Ariel Henry. Pendant que Brian Andrew Nichols tient ce langage à Fritz Jean. Fritz Jean, pour ceux qui ne suivent pas la politique haïtienne, c'est le président, si vous voulez, élu par l'accord Montana. C'est un économiste, c'est un ancien gouverneur de la Banque centrale d'Haïti, n'est-ce pas? Ancien professeur d'université aussi. Donc, son profil est vendable. Donc, on ne referme pas la porte sur Fritz Jean, on lui dit tout simplement, il ne faut pas bouder, n'est-ce pas, Ariel Jean, il ne faut pas bouder Ariel Henry, il faut dialoguer avec lui. Et pendant que Brian Nichols rencontre Fritz Jean, eh bien, la même communauté internationale pousse Ariel Henry à aller rencontrer Jean-Bertrand Aristide. Oui, mes amis, cette semaine, le Premier ministre Ariel Henry est allé rencontrer le président Jean-Bertrand Aristide en sa résidence privée. Vous me direz, mais que veut le Premier ministre Ariel Henry? Mais le Premier ministre Ariel Henry cherche une porte de sortie honorable. Ces deux-là ne sont pas des inconnus l'un à l'autre. Hein. Je vous rappelle que lors du coup d'État de 2004 qui a emporté le président Jean-Bertrand Aristide, qu'il a exilé d'abord, n'est-ce pas, à la Jamaïque et plus tard, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, l'un des porteurs, l'un des défenseurs, l'un des légitimateurs de ce coup d'État, c'est Ariel Henry qui faisait partie de ce qu'on appelle, suivez mon regard, le comité des sages, mais qui n'avait rien de sage du tout. C'était tout simplement des hommes et des femmes que la communauté internationale utilisait comme des idiots utiles pour avaliser leur plan de renversement d'un gouvernement légitimement élu, parce que Jean-Bertrand Aristide, je dois vous le répéter, venait, n'est-ce pas, de lancer la question de la restitution de la dette de l'indépendance, qui varie pour les plus conservateurs à 27 milliards de dollars ou pour les moins conservateurs à 150 milliards de dollars en dollars d'aujourd'hui. Eh bien, cette question avait effarouché la France, qui a utilisé, si vous voulez, son réseau de contacts diplomatiques auprès du Canada, auprès des États-Unis pour renverser le président Jean-Bertrand Aristide. Et puisque lorsque ces pays mafieux, ces pays tuteurs, ces pays néocolonialistes doivent, n'est-ce pas, accomplir leur basse besogne dans un petit pays, ils ont toujours besoin de nègres de service, ils ont toujours besoin de n'est-ce pas, d'idiots utiles, c'est l'expression technique. Eh bien, ils se sont servis à la fois, n'est-ce pas, d'un comité de sages pour avaliser le renversement du président Jean-Bertrand Aristide. Et Ariel Henry faisait partie de ce comité de sages. Or, voilà que, ironie de l'histoire, près de 20 ans plus tard, Jean-Bertrand Aristide a été renversé en 2004, nous sommes en 2022 aujourd'hui, donc 18 ans plus tard, c'est le même Ariel Henry qui va voir le président Jean-Bertrand Aristide afin que ce dernier l'aide à trouver une porte de sortie honorable. Car que veut Ariel Henry? Ariel Henry, c'est qu'il est parvenu au terme de son mandat utile. Je ne parle même plus de Constitution. Ariel Henry est en dehors de la Constitution. Tout ce qui se dit là en Haïti, tout ce qui se fait en Haïti se fait en dehors de la Constitution. Mais Ariel Henry cherche une porte de sortie honorable. Il ne veut pas qu'on lui foute un coup de pied dans le cul. Il veut pouvoir gérer, si vous voulez, la passation de pouvoir. Il ne veut pas qu'on lui montre la porte, il veut entrer dans l'histoire comme celui qui a, si vous voulez, cédé la primature ou cédé, puisqu'il porte les deux chapeaux, celui du chef d'État, même s'il ne le dit pas, et celui du chef de gouvernement. Il veut être celui
qui va, si vous voulez, passer la primature à quelqu'un d'autre, ou il veut peut-être être celui qui reste à la primature, tout en passant, si vous voulez, le chapeau du chef de l'État à quelqu'un qui jouit encore d'une certaine popularité. Aussi est-il allé rencontrer le président Jean-Bertrand Aristide pour que ce dernier l'aide à trouver une porte de sortie honorable. Car je vous ai dit que Ariel Henry est parvenu à toute fin pratique à la fin de son mandat utile. Quel est le mandat que la communauté internationale avait confié à Ariel Henry? C'est un mandat en 3 points, je vous l'avais dit. D'abord, conclure la réforme constitutionnelle. Ce travail-là a été fait, mais Ariel en a honte, il ne peut pas en parler. Bien sûr que le travail de la réforme constitutionnelle a été fait. Jovenel Moïse, à l'instigation de la communauté internationale, avait réuni un certain nombre d'hommes et de femmes peut-être, dont je vous cite, n'est-ce pas, quelques noms. Il avait mis dans le même conseil l'ancien président Boniface Alexandre. Il avait mis, n'est-ce pas, dans cette même commission présidentielle, n'est-ce pas, l'ancien militaire, l'ancien général et ministre des Affaires étrangères dans ce gouvernement de Gérard Latortue et Errard Abraham. Il avait mis aussi dans la même commission le sociologue de Montréal, Louis No, etc. Et ceux-là, comme des larrons en foire, ont produit une réforme constitutionnelle scélérate. Pourquoi je l'appelle une réforme constitutionnelle scélérate? C'est parce que la Constitution de 1987 prévoit le mode de fonctionnement, le modus operandi quand on veut la réformer. Les réformes constitutionnelles doivent être soumises au Parlement. Le président de la République peut introduire un certain nombre de réformes, mais ces réformes doivent être avalisées par le Parlement. Donc c'est une démarche scélérate dans le sens que le président, le président Jovenel Moïse a tout simplement contourné le Parlement haïtien pour faire sa démarche de réforme. Et là, donc, c'est illégal, c'est inconstitutionnel, donc c'est scélérat. Il a quand même mis sur pied son conseil qui a travaillé sur la Constitution et, contrairement à ce que veut la Constitution, plutôt que d'introduire, n'est-ce pas, sa réforme devant un Parlement, il a tout simplement sauté ce verrou constitutionnel. Il voulait aller directement devant le peuple pour organiser un référendum bidon. Et c'est aussi le deuxième mandat qu'on avait confié à Ariel. Donc, Ariel a entre les mains le travail produit par ces scélérats, excusez-moi. Dès que vous acceptez de produire un travail scélérat dans un contexte de scélératesse, vous êtes scélérat. Donc, qu'il s'appelle Alexandre Boniface, qu'il s'appelle Louis No, qu'il s'appelle Errard Abraham, ce sont des scélérats qui ont travaillé sur une œuvre scélérate, anticonstitutionnelle. Et donc, Ariel Henry a dans ses tiroirs cette réforme constitutionnelle, mais il n'ose pas la montrer au peuple, car c'est le deuxième point du mandat que la communauté internationale lui a confié. Vous devez organiser un référendum anticonstitutionnel, puisque vous passez par-dessus la tête du Parlement, il n'y a pas de Parlement, pour faire avaliser ce référendum. Ariel était tenté de le faire, mais il sait que s'il fait cela, ça va provoquer à travers le pays, n'est-ce pas, une espèce de levée de bouclier. Il n'ose pas le faire. Et le troisième point du mandat d'Ariel, c'était un mandat tripartite. Je vous l'ai dit, terminer ce travail de réforme constitutionnelle. 2, organiser un référendum pour faire avaliser, n'est-ce pas, cette réforme constitutionnelle. Et 3, conduire le peuple en élection. Vous notez que Ariel a tenté d'organiser un autre conseil électoral provisoire, mais tout le monde le boude, personne ne le prend au sérieux, en sorte que Ariel parvient au terme de son mandat utile. Quand la communauté internationale, votre véritable patron, vous confie un mandat en 3 points, mandat dicté par les Clinton, réformez-moi cette foutue constitution qui fait obligation
au Parlement d'approuver tout projet d'exploitation des mines ou d'autres ressources haïtiennes. Ce n'est pas le président qui, par un décret, approuve, c'est le Parlement qui doit approuver. Et il faut rendre hommage à nos parlementaires au cours des dernières années. À chaque fois qu'un président a tenté, n'est-ce pas, de faire approuver un projet d'exploration de nos ressources, n'est-ce pas, de nos sous-sols, le Parlement a rejeté cela. Et les grands de ce monde, n'est-ce pas, ceux qui brassent des affaires dans le monde international et qui font aussi du capitalisme du désastre, ils n'aiment pas ça, qu'ils n'arrivent pas à exploiter en toute légalité les ressources du sous-sol haïtien. Alors, pour se débarrasser de ce verrou, il faut réformer la Constitution et dans cette réforme constitutionnelle, le président pourrait approuver seul toute soumission d'une compagnie étrangère en vue d'exploiter les ressources du sous-sol haïtien. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour cela que la communauté internationale, des véreux Clinton, des Clinton qui sont des pourris, comme vous le savez, c'est pour cela que cette communauté internationale a fait pression sur Jovenel Moïse, qui comme un imbécile a accepté cela, parce qu'il se dit, en acceptant cela, je serai protégé. Mais la même communauté internationale, dis-je, a quand même assassiné Jovenel pour les raisons que je vous ai expliquées. Jovenel a tenté d'échapper à l'emprise des Américains pour se tourner vers ce que j'appelle le bloc de Shanghai, c'est-à-dire des pays comme la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran et l'Inde, n'est-ce pas? Et là, l'ambassadrice des États-Unis, une fois que Jovenel, lui, a annoncé qu'il allait rencontrer, n'est-ce pas, le numéro 2 de la Russie et qu'il avait permis que quelqu'un de son entourage aille les rencontrer, eh bien, Madame l'ambassadrice a ressenti cela comme un bébé dans le dos. Elle a donné son accord à la suppression, c'est-à-dire à l'assassinat de Jovenel Moïse. Et le troisième point du mandat accordé à Ariel, c'est d'organiser des élections. Vous notez que il y a quelques mois de cela, Ariel Henry a tenté de mettre sur pied un conseil électoral provisoire. Mais tout le monde l'a envoyé promener. Et Ariel réalise qu'il ne peut pas organiser d'élection. Donc Ariel sait qu'il n'arrive pas à livrer, comme on dit dans le monde anglo-saxon, il n'arrive pas à livrer la marchandise. Donc il se cherche une porte honorable, une porte de sortie honorable. Imaginons seulement si Ariel Henry pouvait recruter un homme de la stature de Jean-Bertrand Aristide comme président, qu'il puisse rester comme Premier ministre, il rêve en couleur, et que le président Jean-Bertrand Aristide, rêvant toujours en couleur, avalise ou accepte, n'est-ce pas, son projet constitutionnel, qu'il aille en référendum et qu'il aille en élection. C'est ce qu'il recherche, c'est ce qu'il souhaite, c'est ce à quoi il aspire ou ce après quoi il soupire. Ou alors, il est allé voir le président Jean-Bertrand Aristide dans l'espoir que si jamais le président Aristide se laissait, si vous voulez, touché par cette pression qui s'accentue sur lui pour accepter de revenir aux affaires, eh bien, il veut s'assurer qu'on ne lui botte pas le cul et qu'il n'aille surtout pas en prison. Parce que Ariel Henry doit répondre d'un certain nombre de choses. Ariel Henry devra répondre, n'est-ce pas, lorsqu'il y aura une véritable transition, car il faudrait qu'il y ait un procès véritable sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ariel Henry devra répondre à la question importante que voici: que disiez-vous avec Badjo, Félix Badjo, la nuit même de l'assassinat du président du président Jovenel Moïse? Comment se fait-il que 3 mois après que des mandats d'arrestation aient été émis contre Félix Badjo, comment ça se fait que vous ayez continué à le rencontrer jusqu'au mois d'octobre? Et il risque la prison. Donc, il cherche une porte de sortie honorable pour s'assurer que, lorsqu'il aura remis le pouvoir, il n'aille pas en prison. Et donc, je vous ai dit, ces 2 dates-là sont importantes.
la mi-juillet comme date de renouvellement du mandat du BINU est le 7 juillet. Et je vous préviens, je vous l'annonce, ne soyez pas étonnés qu'autour du 7 juillet, avant ou après le 7 juillet, qu'on procède tout à coup à l'arrestation de Félix Badiou. Il est caché quelque part, on l'a aidé à se cacher. C'est impossible que Badiou se cache en Haïti. Nous sommes quand même, bon Dieu, 12 millions d'Haïtiens au pays sans que personne ne sache où il est. Voyons donc. C'est impossible que Félix Badiou ait laissé le pays, donc muni d'un passeport, sans que les États-Unis d'Amérique ne sachent où il est. On attend le bon moment pour nous donner ce petit bonbon-là, soit pour nous annoncer qu'on a retrouvé le corps de Félix Badiou, donc il a été assassiné, ce n'est pas impossible, ou soit qu'on nous dise qu'on a retrouvé ses traces et qu'on est sur le point de l'arrêter pour le transférer vers les États-Unis. On va nous donner un bonbon pour nous faire croire que même si en Haïti, il n'y a pas de procès autour de l'assassinat de Jovenel Moïse, mais nous, les Américains, qui voulons aider les Haïtiens, nous sommes en train de travailler, mon œil. Donc c'est tout cela qui se brasse. Et entre-temps, il y a des manifestations aujourd'hui devant la résidence du président Jean-Bertrand Aristide pour lui demander d'accepter de revenir aux affaires. Que fait le président Jean-Bertrand Aristide? Vous savez que le président Aristide, c'est un calculateur, c'est un joueur, hein, c'est un stratège. Vous notez que jusque-là, il s'enferme dans un silence sépulcral. Très peu d'informations, n'est-ce pas, émanant de lui, filtrent. Il parle à des proches, mais à des proches dont il s'assure du silence aussi. Il fait monter les enchères. La communauté internationale est derrière, n'est-ce pas, ces manifestations populaires. Quand vous voyez des gens sortir dans la rue en Haïti, il y a toujours quelqu'un qui est derrière cela. Les gens sont des chômeurs. Ce n'est pas vrai là qu'un beau matin, ils disent, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va marcher devant la résidence du président Jean-Bertrand Aristide pour lui demander de revenir. Il y a quelqu'un qui manipule, il y a quelqu'un qui manœuvre, il y a quelqu'un qui met tout cela en œuvre, n'est-ce pas? Ça participe de la subversion des esprits, pour reprendre l'expression d'Antonio Gramsci. Que fait-il, le président Jean-Bertrand Aristide? Il évalue la situation. Il mesure ses forces. Vous auriez fait la même chose. Le président Aristide a été président 2 fois plutôt qu'une. Il n'a pas terminé ses 2 mandats en termes de jours. Son premier mandat a été boycotté. Il a passé, n'est-ce pas, une bonne partie de ce mandat sur le territoire américain. Son 2e mandat a été écourté. Il est parti en exil. Et là, n'est-ce pas, l'histoire semble lui offrir une 3e chance, ce qu'aucun président haïtien n'a eu. Et vous savez, il y a un adage en histoire, on dit que l'histoire, c'est un chef de cuisine, un chef de restaurant qui n'offre jamais 2 fois le même plat au même invité. Et là, le président Jean-Bertrand Aristide, ce n'est pas seulement une fois qu'on lui a servi le plat présidentiel, ce n'est pas seulement 2 fois qu'on lui a servi le plat présidentiel, eh bien, pour une 3e fois, ce qui est inédit dans l'histoire haïtienne, on lui offre la possibilité de revenir aux affaires. Vous dites que ce n'est pas constitutionnel, tout le monde s'en fout de la Constitution. Il n'y a rien qui se fait là en Haïti qui soit constitutionnel. Le mandat d'Ariel est extra-constitutionnel. Dès que vous parlez de transition, mais vous êtes en dehors du cadre constitutionnel. Donc, mettons en veilleuse pour l'instant, n'est-ce pas, la Constitution haïtienne. Et il jauge la situation. Il veut voir jusqu'à quel point sa popularité est grande. Jusque-là, on a vu des gens dans le Sud réclamer son retour.
Aujourd'hui, c'est des gens qui vont se rendre devant sa résidence pour réclamer son retour, mais d'autres parties du pays n'ont pas encore emboîté le pas. Le Nord n'a pas encore réagi. Au contraire, le candidat du Nord, n'est-ce pas, Moïse Jean-Charles, s'oppose à tout retour aux affaires du président Jean-Bertrand Aristide. Que valent les propos de Moïse Jean-Charles? L'avenir le dira. Et Jean-Bertrand Aristide, comme bon calculateur, comme bon stratège, eh bien, il évalue, il fait monter les enchères. S'il n'était pas du tout intéressé à ce qui se fait là, il aurait fait une déclaration. Le parti Lavalas aurait émis un communiqué disant que le président Aristide n'est pas du tout intéressé à revenir aux affaires. Il veut se consacrer, n'est-ce pas, à la fondation Jean-Bertrand Aristide. Notez que le président Jean-Bertrand Aristide gère bien sa post-présidence. Il a construit une université respectable. Et année après année, cette université, n'est-ce pas, produit des gradués dans des domaines névralgiques dont le pays aura besoin. Le président Jean-Bertrand Aristide, du moins sa fondation, est en train de terminer la construction d'un hôpital parmi les plus modernes, n'est-ce pas, dans la région. Donc il gère bien sa post-présidence. Et donc, qu'on lui propose directement ou indirectement de revenir aux affaires, s'il n'était pas du tout intéressé, le parti Lavalas aurait mis court à cette rumeur et aurait émis un communiqué en disant « Le chef du parti, n'est-ce pas, n'est pas du tout intéressé. Ce n'est pas ce qu'il fait. Il est en train d'évaluer ses forces. » Que pourra faire le président Jean-Bertrand Aristide si jamais il accepte ce mandat? Et là, on va se dire les choses sérieuses. Vous notez que le paradigme haïtien, depuis l'indépendance de ce pays, en matière de qui occupe le pouvoir, n'a jamais changé. À l'exception de 90 où la seule fois un président fut légitimement élu, personne ne conteste cela, qu'on soit pour ou contre Jean-Bertrand Aristide, il fut élu en 90, mais les autres fois, on parvient au pouvoir soit à la suite d'un coup de force, des gens qui arrivent à Port-au-Prince et qui, fusillent au bras, n'est-ce pas, s'emparent du palais et occupent de fait le pouvoir, ou on parvient au pouvoir en Haïti à la suite d'une passation de pouvoir par la communauté internationale. Et 9 fois sur 10, c'est une passation de pouvoir qu'il y a en Haïti. Et moi, j'appelle ça le paradigme colonial. Je vous ai déjà parlé de ces propos prophétiques de Thomas Maitland, qui était, enfin, cet officier de l'armée britannique qui représentait les troupes britanniques à Saint-Domingue au moment où il devait signer l'armistice avec Toussaint Louverture, lorsqu'il a dit, de toute manière, ce pays serait dirigé par des voyous au service des Américains. Ce paradigme-là n'a jamais changé. Pour parvenir au pouvoir en Haïti, c'est toujours une passation que l'ambassade américaine fait à celui qui va être, si vous voulez, promu au pouvoir. Or, si on veut changer les choses, il faut commencer par faire sauter ce paradigme-là. Le président Jean-Bertrand Aristide a été élu légitimement en 90, mais il a accepté, lorsqu'il fut renversé par Cédras, de revenir dans les valises de Bill Clinton. Les mauvaises langues disent que dès que le président Jean-Bertrand Aristide est revenu dans la soute à bagages, n'est-ce pas, de l'avion américain, il n'était plus le même homme. Ce n'était plus l'homme qui parlait, qui prenait position contre l'oligarchie. Ce n'était plus l'homme qui prenait position contre l'impérialisme sauvage des Américains en Haïti. Il était devenu un peu plus modéré, il s'était ramolli, etc. Et donc, si le président Jean-Bertrand Aristide devait accepter dans les conditions actuelles, n'est-ce pas, de revenir aux affaires parce que Madame Lalime le lui demande, parce que la communauté internationale le lui demande,
le président Jean-Bertrand Aristide renforcerait par le fait même le paradigme colonial selon lequel les États-Unis sont une espèce de métropole. Haïti, même si elle prétend être un pays indépendant, demeurait une colonie et c'est la métropole qui dépêche son agent métropolitain, n'est-ce pas, ici en la personne de Jean-Bertrand Aristide. Et si le président Jean-Bertrand Aristide accepte ce mandat tel quel, c'est-à-dire un mandat sollicité, un mandat octroyé par Madame Lalime pour l'aider à, si vous voulez, nettoyer ces saloperies, le président Jean-Bertrand Aristide aurait par le fait même les mains liées. Quel serait le mandat du président Jean-Bertrand Aristide? Le même mandat qu'on avait confié au Premier ministre Ariel Henry. Faire accepter cette constitution, ce projet de réforme constitutionnelle, convoquer le peuple au référendum pour approuver cette réforme constitutionnelle scélérate, et 3, conduire le peuple à des élections dont il ne contrôlerait pas les résultats, élections au terme desquelles la communauté internationale imposerait un autre PHTKiste qui sera sûrement pas Michel Martelly, mais quelqu'un de la trempe ou de l'école servile de Michel Martelly, c'est-à-dire quelqu'un qui accepterait de faire les 4 volontés de la communauté internationale. Jean-Bertrand Aristide sait que quand on s'oppose à la communauté internationale, après qu'on a reçu d'elle un mandat, on est soit renversé ou déporté si on est chanceux. Il a été renversé 2 fois plutôt qu'une. Il n'a pas été assassiné parce qu'il est chanceux, on est soit assassiné, dans le cas de Jovenel. Et dans le cas du président Jean-Bertrand Aristide, s'il se croit plus malin que la communauté internationale pour accepter ce mandat empoisonné dans le cadre actuel, n'est-ce pas, de ce que fait Madame Lalime, en se disant je vais accepter en me, si vous voulez, en me détournant du mandat à moi confié, à défaut de l'assassiner en tant que personne, on assassinerait son personnage et ce qui lui reste en termes de popularité, ce qui lui reste en termes de prestige, il le perdrait parce qu'on ne badine pas avec ces mafieux que sont les États-Unis, le Canada et la France. Et c'est ce que le président Aristide est en train d'évaluer. Si je dis non, est-ce que je ne laisse pas passer une chance inédite de pouvoir gérer ce pays pour le sortir de ce chaos où il se trouve? Et si je dis oui, est-ce que je n'accepte pas un cheval de Troie? Est-ce que je n'accepte pas un cadeau empoisonné au terme duquel, à force d'être assassiné en tant que personne, mon personnage sera assassiné? Voilà le dilemme devant lequel le président Aristide se trouve. À date, selon ce qu'on me dit, la femme du président Jean-Bertrand Aristide s'oppose à toute évaluation de la situation, mais le président Jean-Bertrand Aristide continue d'évaluer. Et s'il n'était pas en train d'évaluer, il aurait déjà émis un communiqué de presse. Le parti Lavalas aurait déjà mis court à cette rumeur. Vous notez qu'aucun membre officiel, aucun ténor, aucun membre du directoire, n'est-ce pas, du parti Lavalas, ne confirme ni ne dément. Ça aussi, le silence, c'est de la communication politique. C'est qu'on est en train d'évaluer. Il y a une formule dans les relations internationales. Comprenez si vous pouvez comprendre. Ni oui, ni non, bien le contraire. Dites-moi ce que vous comprenez. On ne dit ni oui, ni non, bien le contraire. Si vous pensez que je dis oui, c'est le contraire. Si vous pensez que je dis non, c'est le contraire. Ni oui, ni non, bien le contraire. Nous sommes en train d'évaluer la situation. Je vous avais dit qu'il y aurait un que faire dans cette situation-là. Il nous faut un que faire. Si on analyse, ce n'est pas seulement pour vous dire voici dans quel cadre, voici dans quelle chronologie on assiste à toutes ces manifestations-là. C'est pour que nous puissions nous dire mais
qu'est-ce qu'on pourrait faire véritablement dans cette situation? Voyons le que faire. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Que faire? Au début de l'émission, je vous ai dit, dans le contexte chaotique où se trouve Haïti, il nous faut un Nelson Mandela. Et je vais faire ressortir un certain nombre de traits de caractère de Nelson Mandela qu'il nous faut appeler de tous nos voeux. Et je vous poserai la question, à savoir, est-ce que Jean-Bertrand Aristide répond à ce critérium que je vous aurai présenté? Le premier trait qu'on souhaite chez toute personne qui devra résoudre le complexe de la crise haïtienne, ce chaos dans lequel nous nous trouvons, c'est quelqu'un qui a un panache national et international. Nelson Mandela avait cela. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, à l'évocation de son nom seul, on a envie de s'asseoir pour écouter ce qu'il a à dire, on a envie d'allumer la télévision pour recevoir le message qu'il a à nous livrer. Nelson Mandela avait ce panache national-là. Que l'on soit afrikaner ou que l'on soit un nègre de Soweto, Nelson Mandela avait ce panache-là. Et à cause de son panache, Nelson Mandela, c'était un homme transversal. Il nous faut quelqu'un dans le contexte actuel qui soit transversal. Ça veut dire quelqu'un qui peut parler à l'oligarchie, hein, cette salope d'oligarchie haïtienne, quelqu'un qui peut parler aux désœuvrés de Cité Soleil ou bien de Raboteau ou bien de la Fossette au Cap Haïtien et qui va être écouté. Il nous faut donc quelqu'un de transversal. Nelson Mandela était cet homme transversal. Nelson Mandela, ça c'est important ce que je vais vous dire, même s'il était un membre de l'ANC, le Congrès national africain, African National Congress, c'était ça le nom de son parti, mais plus qu'un membre de parti, Nelson Mandela était un homme d'État. Ça veut dire quelqu'un qui pouvait s'élever au-delà des avantages de son parti. Je vais utiliser un pléonasme voulu ici. Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui pouvait s'élever au-delà des avantages partisans de son parti pour voir les intérêts de l'État sud-africain. Pour nous sortir de ce chaos, l'homme ou la femme qui doit émerger doit être pas un homme ou une femme de parti, mais ça doit être quelqu'un qui est un homme d'État. Vous savez, il y a une différence dans les sciences politiques entre un homme de parti, un politicien et un homme d'État. Un politicien souhaite quoi? Sa réélection. Un homme de parti souhaite quoi? Que son parti, donc un homme de parti souhaite quoi? Que son parti se perpétue au pouvoir. Mais un homme d'État, qu'est-ce qu'il veut? Il voit les intérêts de l'État dans les prochaines années. Un politicien ou un homme de parti pense à court terme. Est-ce que mon parti sera réélu dans 5 ans? Un homme d'État pense à très long terme. Que sera mon État ou mon pays dans 50 ans? Et c'est ce que fut Nelson Mandela. Nelson Mandela pouvait mécontenter les membres de son parti, l'ANC, dans le but de
réconcilier des Afrikaners, n'est-ce pas, d'anciens membres, n'est-ce pas, du parti de Peter Botha qui pratiquait l'apartheid. Il pouvait s'élever au-delà de son propre parti pour réconcilier, si vous voulez, des intérêts divergents. Parce que Nelson Mandela, ce n'était plus un homme de parti lorsqu'il est sorti de prison, c'était un homme d'État. Pour sortir le pays du chaos où il se trouve, il nous faut un Nelson Mandela en ce qu'il était quelqu'un qui pouvait s'élever au-delà de ses blessures personnelles, pardonner et se réconcilier avec ses bourreaux. Et Nelson Mandela, ma foi, en a subi des blessures. 27 ans en prison, les amis. Nelson Mandela, c'était un homme bourré d'avenir, avocat de profession, un homme sportif, boxeur, un père de famille. Il a été enfermé, n'est-ce pas, pendant 27 ans. Non seulement a-t-il subi, n'est-ce pas, des injustices de la part de ses bourreaux politiques, mais il en a aussi eu des blessures personnelles. Il a perdu sa famille, comme vous le savez. Il avait des blessures, n'est-ce pas, avec ses propres enfants. Mais Nelson Mandela, c'est cet homme qui pouvait s'élever au-delà de ses blessures personnelles, tendre la main à ses offenseurs pour créer quelque chose de nouveau dans cette Afrique du Sud. Il nous faut un Nelson Mandela en ce qu'il nous faut quelqu'un qui puisse recoudre le tissu de la société haïtienne. Oh là là, les amis. S'il y a quelque chose que nous n'avons pas cultivé au cours des dernières années, que l'école n'a pas cultivé en nous, je ne dirais pas comme cet ambassadeur américain qui a dit que l'haïtien semble avoir un chromosome de plus, le chromosome de la division, mais un chromosome de moins, le chromosome de l'union et de la réconciliation. Les amis, parlons entre nous, nous sommes des jusqu'au-boutistes. L'école nous a appris tellement l'individualisme. Vous vous souvenez, quand on était à l'école, il n'y a jamais eu de travail d'équipe. Et s'il y a quelqu'un qui est assis à côté de moi, n'est-ce pas, qui veut jeter un œil sur mon livre, eh bien, je m'arrange pour qu'il ne puisse même pas voir, ne fût-ce qu'un bout de lettre de mon livre ou de mon travail. Donc, c'est l'individualisme à outrance. Donc, conséquemment, en politique, nous n'avons pas le sens des compromis. Or, Nelson Mandela, c'est justement cet homme-là qui avait le sens des compromis. Lorsqu'il a formé son premier gouvernement en sa qualité de premier président noir élu en Afrique du Sud, on y retrouvait, n'est-ce pas, dans son gouvernement et même dans sa garde rapprochée, des gens qui étaient chargés de sa sécurité. On retrouvait des Blancs. Parce que c'était un homme qui recherchait la conciliation. Pour sortir Haïti du chaos, il nous faut quelqu'un qui ne soit pas polarisant. Quelqu'un qui ne cherche pas à diviser, quelqu'un qui ne cherche pas à rappeler les blessures d'autrefois, mais qui cherche plutôt à recoudre le morceau. Pour sortir Haïti de la crise actuelle, il nous faut quelqu'un qui, tout en ayant un panache national, a aussi une écoute à l'international. Même si je refuse que la communauté internationale me dicte, n'est-ce pas, ses lois, même si je refuse les dictats de la communauté internationale, eh bien, nous devons admettre qu'Haïti a toujours eu une vie internationale. Les chefs d'État haïtiens les plus illustres, n'est-ce pas, ont été de grands internationalistes. Que ce soit avant l'indépendance avec Toussaint Louverture, après l'indépendance avec Dessalines, avec, n'est-ce pas, Henri Christophe, et même s'il n'a pas beaucoup de lustre, mais c'est un homme qui était intéressé à la vie internationale que fut Alexandre Pétion. Eh bien, Haïti, précisément parce qu'il a rempli ce pays-là un rôle, n'est-ce pas, phare dans l'histoire, ne peut pas se refermer en tant que pays sur lui-même. Il lui faut des ouvertures sur le monde international. Donc, celui qui doit sortir Haïti de ce chaos doit pouvoir, n'est-ce pas, servir de vis-à-vis
d'Haïti vis-à-vis, justement, je répète le mot vis-à-vis, vis-à-vis de ses homologues internationaux. Et enfin, celui qui doit sortir Haïti de ce chaos doit savoir s'entourer. On ne sait pas tout de tout. Nelson Mandela est avocat, il n'est pas économiste. Il est avocat, il a peut-être une pratique de la politique, mais il n'était pas administrateur. Il a su s'entourer. Et précisément parce que son pays faisait face à des problèmes de corruption, eh bien, Nelson Mandela devait être au-delà de la mêlée en matière de corruption. C'est ce qu'on a retrouvé en lui. Maintenant que je vous ai présenté ce profil de celui qu'il nous faut, posons-nous sérieusement la question, à savoir, est-ce que Jean-Bertrand Aristide répond à ce critérium? Vous notez que, en principe, je ne m'oppose pas à l'idée qu'un Jean-Bertrand Aristide revienne. Je pose plutôt des questions. Voyons les atouts de président Jean-Bertrand Aristide et voyons les réserves légitimes que nous sommes appelés à avoir vis-à-vis de lui. Et puisque Jean-Bertrand Aristide est mon auditeur, qu'il écoute directement ou bien qu'il écoute après, en tout cas il va écouter cette émission, je l'invite à faire cette réflexion. Jean-Bertrand Aristide a vécu en Afrique du Sud, il connaît Nelson Mandela. Avant même son exil, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, il avait rencontré l'homme. Et pour avoir vécu en Afrique du Sud, je pense que c'est une école pour lui. Une école formelle que l'Afrique du Sud. C'est là que Jean-Bertrand Aristide a eu son doctorat, n'est-ce pas, en linguistique, que je sache, n'est-ce pas? Et une école pratique, car il a vu ce qui s'est passé après, n'est-ce pas, enfin, dans l'après, l'apartheid. Donc, voyons les atouts de Jean-Bertrand Aristide et ensuite, regardons les questions que toute personne désireuse de sortir Haïti de ce chaos devra se poser vis-à-vis de Jean-Bertrand Aristide. Aristide a un atout énorme. Le premier atout, il est populaire. Ne nous mentons pas, Jean-Bertrand Aristide demeure populaire. J'ai une bonne amie qui a fait partie du conseil d'administration d'un journal très populaire en Haïti, mais qui a disparu, le journal Le Matin. Cet ami-là était membre du conseil d'administration du journal Le Matin et du comité éditorial du journal Le Matin. Elle m'a dit une fois, Jean, quand on veut vendre, il y a deux noms qui font vendre immanquablement. Le premier nom, c'est François Duvalier. Vous écrivez un article sur Duvalier, François ou Jean-Claude Duvalier, le temps pour ce journal de se retrouver, n'est-ce pas, sur les rayons des boutiques, il est déjà vendu. Et le deuxième nom qui fait vendre en Haïti, c'est le nom de Jean-Bertrand Aristide. Moi-même, j'en sais quelque chose. Vous savez, comme YouTuber, YouTube, n'est-ce pas, dispose et nous fournit à nous, les YouTubers, toutes sortes d'analyses, d'études de marché. Je peux vous dire le nombre de personnes qui me regardent dimanche après dimanche. Je peux vous dire, oui, où elles se trouvent, ces personnes-là. Je peux même vous dire, n'est-ce pas, dans quelle catégorie d'âge les personnes qui m'écoutent se retrouvent. Et je peux même vous dire le genre qui m'écoute. Donc, YouTube nous fournit toutes ces données-là. Vous savez, quand on a présenté l'émission sur Jean-Bertrand Aristide, voilà 3 semaines de cela, YouTube nous a appris que cette émission est écoutée presque 8 fois plus que toutes nos émissions. Donc, le nom de Jean-Bertrand Aristide charrie quelque chose. Vous dites Jean-Bertrand Aristide, vous serez d'accord ou en désaccord automatiquement, mais le nom de Jean-Bertrand Aristide ne laisse personne indifférent. Et il ne faut pas croire que ce sont seulement les Haïtiens qui éprouvent une charge émotionnelle vis-à-vis de Jean-Bertrand Aristide. Nos frères africains n'est-ce pas, savent qui est Jean-Bertrand Aristide. Donc, le nom de Jean-Bertrand Aristide est vendeur, il est populaire. Et la communauté internationale le sait. Vous savez, la communauté internationale dispose de véritables données de sondage. Je ne parle pas des sondages bidons là, que la communauté internationale fait circuler avant les élections pour nous faire avaler un Michel Martelly, etc. Non, je parle de vrais chiffres. Des chiffres que je viens de vous donner là à partir des faits que YouTube me fournit. Eh bien, la communauté internationale sait que Jean-Bertrand Aristide est populaire.
La communauté internationale sait que pour une bonne partie de la jeunesse, à tort ou à raison, c'est le seul président qui gère bien sa post-présidence. C'est le président qui fournit des bourses, qui, n'est-ce pas, a mis sur pied une université. Et on voit ces cohortes de gradués dans toutes sortes de domaines névralgiques. Donc l'homme est populaire. Les chiffres ne mentent pas. Donc ça, c'est un atout. Donc ce ne sera pas un homme inconnu de la paysannerie haïtienne, ce ne sera pas un homme, n'est-ce pas, inconnu des milieux urbains, il est connu, il est populaire. Que vous l'aimiez ou non, admettez ceci, au moins il est populaire. Le deuxième atout de Jean-Bertrand Aristide, c'est qu'il a de l'expérience. Il a quand même eu 2 mandats présidentiels, mandat écourté, me direz-vous, mais mandat présidentiel quand même. Donc ça veut dire l'homme serait prêt au jour 0 si jamais il acceptait de revenir aux affaires. Donc il a de l'expérience, il est populaire. Et 3, mais pour avoir été chef d'État, pour avoir roulé sa bosse de par le monde, eh bien, Jean-Bertrand Aristide aurait un autre atout, celui de pouvoir parler à la communauté internationale. Précisément parce qu'il a été baisé 3 fois plutôt qu'une, avant même, n'est-ce pas, le début de son mandat, et 2 fois lorsqu'il est devenu président, précisément parce qu'il a été baisé par cette communauté internationale, n'est-ce pas, chat chaud décret l'eau froide, il saurait, du moins je l'espère, comment s'y prendre si jamais il acceptait ce mandat. Mais ayant dit cela, Jean-Bertrand Aristide est porteur d'un certain nombre de limites auxquelles il lui faut réfléchir dans son évaluation de l'offre qui est devant lui. La première limite de la personnalité de Jean-Bertrand Aristide, on en a toujours, hein, moi le premier, vous sûrement, et sûrement aussi le président Jean-Bertrand Aristide. Le président Jean-Bertrand Aristide est souvent dans le ressentiment. Le président Aristide ne me semble pas, je dis bien ne me semble pas, être capable de s'élever au-delà des blessures qu'il a éprouvées pour passer l'éponge et tendre la main vis-à-vis de son offenseur. Et donc je dis qu'il est dans le ressentiment. Et quand on est chef d'État et non chef de parti, quand on est le président de tous et de toutes, surtout dans le contexte actuel, on ne peut pas être dans le ressentiment. Président Jean-Bertrand Aristide. Le président Jean-Bertrand Aristide était dans le ressentiment lorsqu'il a démobilisé l'armée, puisque l'armée lui a infligé un coup d'État pour se venger. Il l'a démobilisé. On ne gère pas bien quand on est dans le ressentiment. Il faudra que le président Jean-Bertrand Aristide réfléchisse à cette vulnérabilité-là. Le président Aristide semble être un homme polarisant. Ce n'est pas un homme qui peut réunir autour de lui, n'est-ce pas, des gens qui lui disent non, des gens qui ne pensent pas comme lui. En sorte qu'il ne semble pas être un homme de compromis. Et c'est pour ça que j'ai commencé par prendre l'exemple de Nelson Mandela. Exemple, n'est-ce pas, dans les mois, dans les années qui ont précédé son regrettable coup d'État, le président Jean-Bertrand Aristide était incapable de s'asseoir avec les véritables membres de l'opposition haïtienne pour refaire des élections législatives. Le président Jean-Bertrand Aristide voulait, c'était son slogan, pas seulement la majorité au Parlement haïtien, il voulait la totalité. Et ça s'appelle de l'autoritarisme, monsieur Jean-Bertrand Aristide. Le président Jean-Bertrand Aristide, jusque-là, au-delà des discours, ne semble pas être un homme capable de pardonner ou de se réconcilier avec ses offenseurs. On l'a vu, il y a eu le fameux groupe apatride des 184. Il y a eu, n'est-ce pas, le fameux groupe du collectif non, hein, de ces intellectuels qui, sous l'influence de la France, plus français qu'haïtiens, ont dit qu'ils n'accepteront pas de célébrer les 200 ans de l'indépendance avec Jean-Bertrand Aristide. C'est une faute terrible, messieurs.
C'est une faute terrible pour laquelle vous devez vous amender. Mais est-ce que Jean-Bertrand Aristide est en mesure de tendre la main à ces membres de la nébuleuse 184? Sera-t-il en mesure de tendre la main à ces signataires du collectif Non. Sera-t-il en mesure, n'est-ce pas, de tendre la main à des anciens fossoyeurs de son mandat pour reconstruire Haïti? Je vous pose la question, président Jean-Bertrand Aristide. Êtes-vous en mesure de faire un Nelson Mandela de vous, c'est-à-dire de vous élever au-delà des dissensions et de vous définir comme un homme d'État plutôt qu'un homme de parti? Vous êtes encore le chef du parti Lavalas, mais là, président Jean-Bertrand Aristide, ce n'est pas un homme de parti qu'il nous faut, c'est un chef d'État qu'il nous faut. Ça veut dire un homme qui dit, dès le moment où il accepte l'offre, de dire « Je ne suis pas là pour mon parti », comme l'avait fait Nelson Mandela, « Je suis là pour le pays ». Le président Jean-Bertrand Aristide pourra-t-il s'entourer d'hommes compétents et les écouter? Que le président Jean-Bertrand Aristide ait été entouré d'hommes compétents pendant ses mandats, bien sûr. Mais est-ce qu'il les a écoutés? On disait de Jean-Bertrand Aristide qu'il paye les gens pour que lui les conseille. Alors que c'est le contraire qui aurait dû se faire. Il paye les gens pour les écouter parce qu'on ne sait pas tout de tout, président Jean-Bertrand Aristide. Serez-vous en mesure d'écouter, si vous voulez, un gouvernement formé d'hommes et de femmes qui ont des compétences et qui sont là pour exercer leurs compétences? Serez-vous à leur écoute, président Jean-Bertrand Aristide? Et le président Jean-Bertrand Aristide sera-t-il au-delà de toute question de corruption? Nelson Mandela a eu un mandat clean dans ce sens-là. Le président Jean-Bertrand Aristide sera-t-il en mesure de dire c'est corruption zéro? Pas question que le président fasse un coup de fil au directeur de la Banque centrale ou au directeur de tel ou tel service pour demander de placer tel ami. Le président Jean-Bertrand Aristide sera-t-il en mesure de prioriser la compétence aux dépens de la militance? Car il faut dire cela, sous Lavalas, ce n'est pas toujours la compétence qui l'emportait, c'était aussi la militance. Dans cette nouvelle Haïti qu'on veut reconstruire, le président Jean-Bertrand Aristide pourra-t-il prioriser la compétence sur la militance? Le président Jean-Bertrand Aristide, de réputation, a la rancune tenace. Il a la rancune coriace. Pourra-t-il s'élever à la stature d'un Nelson Mandela pour pardonner à ceux qui l'ont blessé? Et là, je ne parle pas de petites photos pour la galerie. Le président Jean-Bertrand Aristide pourra-t-il s'asseoir véritablement avec un Kaplim? Je n'ai pas beaucoup d'estime pour Kaplim, hein. Mais puisque Kaplim a fait partie de ceux qui ont fomenté le coup d'État, pourra-t-il s'asseoir avec lui? Le président Jean-Bertrand Aristide pourra-t-il s'asseoir avec un Himmler Rébu, avec un Mario André Sol pour leur demander conseil sur la manière dont il faut juguler rapidement la question de l'insécurité? Ce sont ces questions-là que le président Jean-Bertrand Aristide doit se poser. Donc, plutôt que de dire oui ou non Jean-Bertrand Aristide, je vous ai présenté un certain nombre de critériums. C'est quand même pas la mer à boire. Ces critères-là, on les retrouve dans la vie de Nelson Mandela. Le président Jean-Bertrand Aristide a vécu en Afrique du Sud. Il connaît bien Nelson Mandela. Je sais qu'il l'admire. Sera-t-il en mesure de cultiver ces traits de Nelson Mandela? Et enfin, si le président Jean-Bertrand Aristide devait accepter cette sollicitation, il faudrait qu'il renonce publiquement à l'idée de réformer cette constitution de 87 et donc le référendum bidon qui vient avec. Il faudrait qu'il renonce
à cette mandature, la durée du mandat que la communauté internationale lui imposerait de 2 ans. On ne peut pas reconstruire Haïti en 2 ans, monsieur Jean-Bertrand Aristide. Il faut le dire clairement. Et si vous acceptez de revenir aux affaires, pas pour la continuation, mais pour la transition, président Jean-Bertrand Aristide, vous devez vous engager publiquement à lancer tout de suite le procès Petro-Caribé. On doit savoir comment ces 6 milliards de dollars ont été dilapidés par les gouvernements successifs de René Préval, de Michel Martelly, de Jocelyn Meprivert et de Jovenel Moïse. Il faut que le président Jean-Bertrand Aristide, s'il acceptait ce mandat, accepte de s'engager à lancer tout de suite le procès Petro-Caribé et il faut qu'il y ait une enquête immédiate sur, un procès sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Au fait, le président Jean-Bertrand Aristide, parce qu'il a vécu en Afrique du Sud, il sait qu'il y a quelque chose qu'on appelle commission vérité, justice et j'ajoute réconciliation. Ce pays a besoin d'être réconcilié. Le président Jean-Bertrand Aristide, s'il devait revenir aux affaires, doit mettre sur pied une commission indépendante de vérité, justice et réconciliation pour qu'on lave en famille toutes ces saloperies qui se sont déroulées dans les derniers 20 ans et qu'on reparte le pays à zéro. Et si j'ai dit que ce pays-là ne peut pas se lancer dans une transition de 2 ans, toute transition de 2 ans aura été une continuation avec de nouveaux visages, c'est parce que, et là je cite mon livre, Monsieur le Président Jean-Bertrand Aristide, c'est parce qu'il y a un certain nombre de chantiers fondamentaux dans lesquels il faut tout de suite lancer le pays. Premier chantier, la conférence nationale souveraine. Nous devons savoir quel design il faut à ce pays. Refonte du système éducatif haïtien. Les politiciens qu'on voit là aujourd'hui sont les produits de l'école. Il faut réformer le système éducatif haïtien. Et je cite, réforme du système de justice haïtien. Conception et implémentation d'une politique monétaire rigoureuse, refonte et réglementation du système bancaire haïtien, réalisation, je l'ai déjà dit, du procès Petro-Caribé, refonte du système de santé publique, refonte de la gouvernance publique et de l'organigramme de l'État, refonte de la question de la gestion du territoire, refonte de la fonction publique, refonte de la chancellerie haïtienne et des représentations diplomatiques, institutionnalisation de la diaspora, conception d'une doctrine de sécurité publique, Monsieur le Président. Il nous faut tout de suite résoudre ce problème. Ce problème, il est soluble. On peut le résoudre. Inventaire de nos ressources naturelles pour que les Clinton et les autres ne viennent pas voler nos ressources et conception d'une politique de revitalisation de l'économie et de la création d'emplois. Monsieur Jean-Bertrand Aristide, si jamais vous deviez accepter cette offre, assurez-vous que vous ne l'acceptez pas en restant sous les griffes de la communauté internationale des États-Unis, du Canada et de la France. Envisagez de faire comme le colonel Goïta, de vous tourner vers le bloc de Shanghai. Car Haïti étant un pays indépendant, ne peut pas être obligé de suivre les dictats des États-Unis. Envisagez, le contexte s'y prête, des rencontres avec la Russie, la Chine, l'Inde, la Turquie, n'est-ce pas? De telle sorte que nous puissions avoir le choix quand vient le moment d'envisager la coopération. Initier des démarches de coopération avec des pays africains, des pays sœurs, ou des pays frères comme le Mali, comme, n'est-ce pas, la Guinée-Bissau, comme la République centrafricaine, pour ne citer que ces exemples-là. Donc, plutôt que de dire si oui ou non, je suis pour un retour du président Jean-Bertrand Aristide, je vous ai présenté le critérium. J'ai pris en exemple Nelson Mandela. Au président Jean-Bertrand Aristide de savoir s'il peut se conformer à ce profil-là
Et enfin, c'est à nous, Haïtiens, de nous dire, est-ce que le président Jean-Bertrand Aristide pourra s'élever à la stature de feu le président Nelson Mandela? J'espère vous avoir été utile. J'espère en tout cas que l'émission de ce matin suscitera des réflexions en vous. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Restons ensemble. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Likez l'émission. Recrutez des gens, invitez des gens à s'abonner à cette chaîne et partagez, n'est-ce pas, nos émissions dans vos réseaux respectifs, c'est gratuit. On veut une masse critique. Tenez, on veut atteindre rapidement, n'est-ce pas, le seuil des 100 000 abonnés. Et à partir de là, on va pouvoir faire autre chose. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Allez, au revoir.